Bienvenue dans Sharing is Caring, le podcast dédié au job sharing. Dans ce podcast, vous découvrirez des témoignages de duos inspirants qui ont pratiqué le job sharing. Vous découvrirez également le point de vue des entreprises, des DRH et des managers sur ce nouveau mode de travail. Nous sommes Florence Pavlovski et Léna Basile, cofondatrices de Worksharing. Nous vous accompagnons dans le déploiement du job sharing. Dans cet épisode, nous recevons Yvette et Brice, notre premier duo intergénérationnel. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Nous avons le plaisir d'accueillir Yvette et Brice aujourd'hui pour cet épisode de Sharing is Caring. Et donc aujourd'hui, nous allons découvrir du coup leur parcours en duo dans un contexte un peu particulier. Donc on va vous laisser découvrir ça avec le teasing qui s'ensuit. On va peut-être commencer déjà pour vous laisser la parole afin que vous vous présentiez l'un et l'autre. Oui, moi je peux commencer. Donc, Yvette Denis, j'ai passé une carrière assez longue dans l'IT et dans la réorganisation et le consulting. Et une des dernières missions chez un gros client était justement celle qu'on a réalisée ensemble avec Brice. Donc, je pilotais un programme de transformation dans lequel, vis-à-vis du client, on avait besoin d'un PMO, ce qui a été l'opportunité d'onboarder Brice dans la fonction, mais avec l'idée de faire du job sharing et carrément de se partager la fonction. Donc voilà. Brice, vas-y. Merci. Et de mon côté, donc Brice Coudriot, moi aussi je suis consultant IT, plutôt sur des travaux et des questions de processus, de gouvernance, parfois d'offres de services, pas forcément sur la partie technique pure, quoique c'est en train de changer, puisqu'aujourd'hui je m'adonne à d'autres activités sur des notions de développement, d'application pour toujours des grandes entreprises. Et j'ai eu le plaisir de travailler avec Yvette sur la mission qu'elle a évoquée là. Et donc, c'est un peu le sujet du jour, si j'ai bien compris. C'est ça. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de tenter l'aventure du job sharing? Ouais, on travaillait ensemble sur certains sujets, en étant localisés à des endroits différents dans l'organisation. Et moi, j'appréciais beaucoup la curiosité, la spontanéité de Brice. Dès qu'on allait sur un nouveau sujet, il était directement motivé, il accrochait bien et tout. Et donc, je me suis dit, si à un moment donné, il y a moyen qu'on travaille en étroite collaboration, ça m'irait bien, parce que ça permet d'enrichir les idées. Moi, il y a plein de trucs, j'ai toujours promis l'idée à la seconde, jamais le temps de concrétiser. Et en fait, c'était l'opportunité, avec en plus une visu différente, une concrétisation différente. Je trouvais ça vraiment le truc qui m'attirait. Donc, dès que l'opportunité s'est présentée, on a essayé de concrétiser ça. Ça a pris un petit temps pour le faire passer, mais c'était un succès finalement. Ouais, c'est ça. On a été au début amené à travailler sur des sujets qui étaient pas les mêmes, mais qui étaient en adhérence. Et puis, ce faisant, à travers les différentes conversations, les différents échanges, je pense qu'on a vite, rapidement compris qu'on partageait peut-être une certaine vision des sujets, des choses, de ce qu'il est judicieux de faire ou de ne pas faire. Et il y avait ça sur l'aspect professionnel, et puis sur l'aspect humain, je crois qu'on partageait autre chose qui était aussi une certaine forme de sens de l'humour ou une certaine forme de côté atypique dans nos personnalités. Donc forcément, quand deux bêtes curieuses se rencontrent, quels que soient les sujets, elles ont envie d'aller plus loin. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Et dans un contexte en plus de ce qu'on en sait, on peut dire intergénérationnel. Oui, Oui, alors je oui, sais mais toujours c'était pas ça l'intérêt aussi. à ce stade, je sais toujours pas qui est le vieux ou le jeune entre nous deux. Mais effectivement, je crois qu'il y a quelques indices qui nous portent à croire qu'il y a un côté intergénérationnel. Ok, et sur ce sujet-là, c'est intéressant parce que on a souvent ce sujet qui revient sur la table en se disant bon, bah, c'est aussi l'opportunité de pouvoir mettre en place ce mode de travail pour transmettre, pour sécuriser les compétences et puis aussi de l'autre côté pour pouvoir grandir. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous dans ce côté peut-être justement intergénération? Alors, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme-là ou transgénération, enfin, en tout cas entre vous deux, le fait de grandir ensemble finalement. Ouais, mais c'est tout à fait ça, parce qu'en fait, ce qui me gêne un peu, moi, quand on va sur cette idée de transfert et de garantir des compétences, on est toujours sur le fait de dire, ce sont les seniors qui vont transférer aux juniors, et comme ça, on assure le suivi. Dans notre cas, c'est absolument pas ça. Moi, Brice m'a apporté énormément, et je pense que voilà, c'est quelque chose qu'on construit ensemble. Donc, c'est pas cette idée, bien sûr, que ça va se faire automatiquement.
mais j'aime pas cette idée de transfert et de maintenir des compétences. Moi, j'aime mieux le fait que c'est un enrichissement mutuel et c'est un enrichissement pour la boîte qui nous emploie aussi. Parce que je pense qu'il y a plus à tirer. J'avais d'ailleurs été interpellée par l'un de vos posts là, sur le fait de combiner quelqu'un qui est plus avec un profil IT et un peu de RH, et beaucoup de RH et un peu d'IT, parce que il est vrai qu'en IT, on peut faire le plus gros des investissements si les ressources humaines ne suivent pas et si elles n'adhèrent pas au changement, on n'aura de toute façon pas de succès. Donc c'est une visu vraiment intéressante, ça. Alors, pour nuancer un peu le propos de mon côté, Yvette est sympa hein, parce qu'elle parle de transfert de compétences, entre guillemets, d'enrichissement dans les deux sens, et je suis tout à fait d'accord avec ça, mais il faut quand même être réaliste. J'ai bénéficié d'une certaine forme d'expérience d'Yvette et de son mentorat, ce qui m'a permis de m'améliorer sur plein de choses qui ne sont pas normalement à la portée d'un junior, avec les qualités et les inconvénients que ça peut induire après hein, à gérer. Mais rien que le fait de pouvoir manœuvrer dans des contextes un peu complexes, un peu politiques, c'est pas forcément ni des situations qu'un junior est normalement en capacité d'explorer directement, ni quelque chose qui est très facile à faire pour des profils plus expérimentés. Donc, il y a eu un enrichissement des deux côtés, ça c'est sûr. Peut-être que dans l'inverse, une fois qu'on devient senior aussi, qu'on a l'habitude de, tu me diras ce que tu en penses Yvette, mais de traiter énormément de problèmes d'une complexité folle, le jour où il y a un profil qui ne voit pas justement toutes ces difficultés, il a tendance, comme j'ai pu peut-être le faire, à penser à des solutions plus directes, plus simples, qui potentiellement sont casse-gueule, et puis finalement on se rend compte que ça peut fonctionner. Ah ben, c'est marrant que tu dises ça parce qu'une fois de plus, on se retrouve à un truc que moi j'allais justement dire, c'est la spontanéité. C'est que en fait, quand on a beaucoup d'expérience et qu'on a navigué dans des environnements complexes, quelque part, même si on est spontané, on est quand même un peu plus tempéré. Et justement, ce que j'appréciais, c'est que déjà, très rapidement, tu avais la vivacité d'esprit d'être tout de suite sur l'idée, sur le truc dont je parlais, mais en plus, tu avais cette spontanéité qui faisait que ben, ça me donnait du coup l'envie d'être plus audacieuse aussi. Mm. Oui, oui, tout à fait. Je suis d'accord avec ça. On est en phase. C'est intéressant ce que vous dites parce que l'autre jour, j'étais à une conférence et il y avait un des responsables, enfin CEO d'une boîte et qui disait que chaque année, en fait, ils tiraient au sort qui était leur manager. Et donc, c'était vraiment, ça pouvait être n'importe qui. Et donc cette année, il avait tiré au sort le plus junior de la boîte. Et en fait, il disait: «C'est hyper intéressant parce que cette personne-là me pose des questions que d'autres n'oseraient pas me poser, donc me challenge aussi, finalement avec, un autre regard». Donc, quand tu parles de spontanéité, Yvette, je pense qu'il y a ça qui est aussi intéressant, parce qu'effectivement, plus on avance, plus on a peut-être une même façon de fonctionner ou on a peut-être des mécanismes. Donc là, ça apporte un autre regard, donc intéressant, ouais. Merci, ouais. C'est Mmh. c'est un peu la naïveté de l'enfant qui demande mais pourquoi le monsieur il est moche? Donc là on parle de processus ou de choses, mais pourquoi ça fonctionne pas en fait? Exactement, ce sont les biais cognitifs qui s'installent par habitude et c'est vrai Voilà. que les plus juniors sont effectivement moins de filtres en fait, en tout cas Avec moins de tabous. l'expérience d'Yvette, je pense qu'on prend plus de formes de précaution, surtout quand on s'adresse à des profils un peu plus high level, et on passe par d'autres chemins pour véhiculer des idées. C'est intéressant aussi. Mmh. Et alors, donc Yvette, enfin, tu disais la spontanéité, mais si chacun, enfin, Brice, tu as parlé de l'aspect politique, etc. Et pour rentrer peut-être un peu plus dans le détail de ce que chacun vraiment vous avez apporté l'un à l'autre, qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous avez retenu ou que vous avez apprécié ou qui était peut-être plus challengeant aussi, enfin plus difficile à accepter aussi peut-être? Ah, non, moi, j'ai pas eu de difficulté. Par contre, Brice en a déjà parlé. En fait, cette forme d'énergie et d'humour entre nous bah, nous a permis de surmonter pas mal de difficultés ambiantes et politiques. Mmh. Parce que bah, finalement, on se soutenait au travers de cette énergie et de cet humour. Mmh. Une fois c'est Oui. l'un, une fois c'est l'autre. C'est vrai que ce que tu dis, ça me fait penser à une situation dans laquelle on s'est souvent retrouvé. Oui, il est assez commun d'entendre dans certaines instances, dans certaines réunions, des énormités. Mais plus l'énormité est grosse, et plus on a tendance à se dire que c'est nous qui sommes bêtes parce que nous n'avons pas compris. Alors que le fait de se retrouver après un peu plus calmement et de se dire mais as-tu compris ce que la personne voulait dire? Non, moi non plus, c'est sûrement que ça n'avait aucun sens. Oui, d'accord, donc il faut qu'on fasse quelque chose. Ça permet d'avancer Mmh. plutôt que de rester seul avec le sentiment d'avoir non seulement voilà, pas raccroché les wagons, mais en plus d'être dans un flottement total. Mmh. D'accord.
Et du coup, si vous deviez nous expliquer un peu concrètement comment ça se passait, opérationnellement, quels étaient vos quotidiens, comment vous vous organisiez? On faisait des points réguliers et on échangeait, je dirais, dès qu'on avait besoin d'échanger sur un sujet. En fait, on avait quand même une particularité, c'est que nous, on était en job sharing, mais on était tous les deux à 100%. Mm. Donc, on avait facile d'échanger vraiment tout le temps. C'est pas la même chose que 2 fois 60, où on n'a qu'un jour où on échange. Nous, on le faisait de façon très régulière. De façon assez spontanée aussi, on n'a pas été obligé de se dire, tiens, sur quoi peut-on décider tout seul, se faire des grandes grilles, des grands trucs. Je pense que c'était très instinctif. D'ailleurs, c'est un des points qui est important, c'est d'avoir cette connivence et cette confiance pour que ça fonctionne. Et alors comment vous l'aviez créée cette confiance? Elle s'est créée au travers du fait qu'on appréciait nos compétences mutuelles, je crois. Et puis Mmh. le profil humain, un peu comme disait Brice, deux bêtes curieuses qui se rencontrent. Et c'est un peu ça qu'il a fait. Moi, je vois au travers de ce que je vis maintenant, le fait d'essayer de fonctionner en job sharing et de faire des offres en combinant deux profils, c'est vraiment hyper compliqué. En fait, le marché est pas prêt à ça. Moi, je travaille beaucoup avec des ESN et quand on leur Mmh. dit, si on regarde le besoin du client, au lieu de me proposer, proposez-moi avec quelqu'un d'autre, prenons un autre profil et vendons la valeur ajoutée, ça ne marche pas. Mm. Puis pour revenir sur cette histoire de confiance, j'étais en train d'y réfléchir, ça me laissait songeur. Je pense que ça passe aussi à travers l'ensemble des signaux qu'on s'envoie mutuellement. En fait, c'est quelque chose qui se construit dans le temps. Moi, j'ai pas pour habitude d'arriver et de donner ma confiance par défaut. Je pense qu'Yvette non plus. Et ces signaux-là, ça peut être de son côté la forme d'autonomie qu'elle me laisse qui fait Mmh. que ça responsabilise. Dans l'autre sens, ça peut être justement l'entêtement que je peux avoir et dont je la dispense quand elle me dit des choses parce que je lui accorde du crédit. Mmh. Là où d'autres personnes, je pourrais m'embarquer dans des argumentaires à rallonge parce que j'ai des convictions très fortes. Si Yvette me disait quelque chose, puisque je lui donnais du crédit, j'avais tendance à revoir mon jugement un petit peu différemment et me dire, bon, j'ai peut-être même pas compris pourquoi, mais je vais peut-être faire quand même différemment. Et donc tout ça aboutit à une forme de climat de confiance qui fait qu'on appréciera à travailler ensemble et puis qu'on peut se déléguer des choses aussi. Mais ça, est-ce que c'est parce que Yvette était plus senior que toi ou c'est parce que vous travaillez en duo Mm. et du coup tu te dis: «Je travaille en duo donc il Non, c'est faut que parce que je» c'est Yvette. Pardon. d'accord. Non, je fais exprès, pardon, je fais exprès de couper pour dire ça n'a rien à voir avec une forme de seniorité, Mmh. d'expérience ou de titre ou que sais-je. C'est vraiment aussi, et je pense que pour ceux qui regardent le podcast et qui s'intéressent au job sharing, il y a cette idée vraiment d'accroche humaine et de pouvoir se donner du crédit mutuellement avec son ou sa partenaire. Et ça Mmh. prévaut pour moi, à mon sens, sur tous les autres critères. Mmh. Oui, mais moi j'avais ce même degré de confiance aussi. On parlait de prise de décision aussi, même si à un moment donné, on discutait sur un sujet et puis Brice devait prendre la décision, même si on n'était pas complètement alignés, j'étais capable de dire, ferme les yeux, j'ai pas de souci avec ça. Mmh. J'ai confiance dans la maîtrise, quoi. Je pense que c'est important aussi, ça. Mmh. Oui, comme on dit souvent, comme on entend souvent, c'est 2 têtes, 2 cerveaux, une seule voix. Mmh. C'est ça? Oui. Mmh. Mm. Et je rebondis sur ce que tu disais, Yvette, sur le fait qu'aujourd'hui, tu perçois que la France, en tout cas, certains interlocuteurs sont pas prêts justement à accepter cette double compétence, enfin, cette complémentarité et ce duo. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, ou à votre avis, à tous les deux, hein, que aujourd'hui, il y a encore certaines réticences sur le fait d'avoir deux personnes finalement sur un même poste? Alors, je ne suis pas certaine que le client final de l'ESN ne serait pas intéressé. C'est surtout Mmh. l'intermédiaire qui n'est pas câblé comme ça et qui pense qu'il doit vendre un TJM et une personne à la journée. Donc, il n'y a pas cette réflexion et je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. J'étais positionnée sur une mission où je pense carrément qu'il y avait un intérêt à faire du job sharing. J'en ai parlé avec l'ESN, on a eu une réunion intéressante, ils étaient d'accord avec ça. Par contre, leur idée, c'est on te propose d'abord et on verra après à faire monter quelqu'un avec toi et à alléger ton Ah! timing. Et le résultat des courses, c'est que quand on a présenté le budget globalement sur la durée du projet, bien on était trop haut. Alors que si on avait monté le dossier dès le départ avec un job sharing,
on aurait pu dire au client, donnez-nous votre budget et dans votre budget, voilà ce qu'on vous propose de monter et qui va vous créer de la valeur. Et c'est là que, je crois que c'est dans l'intermédiaire. Je pense que dans les clients, il y en a qui sont intéressés, oui. Si on peut aller jusqu'à leur expliquer. Oui, parce que pour le teasing du début, c'est vrai que vous aviez une formule un peu particulière, parce que vous n'étiez pas tous les deux en statut salarié, comme on a pu interviewer d'autres témoins. Vous pouvez peut-être préciser un peu le mode dans lequel vous étiez? Moi, j'étais pour une ESN, donc j'étais en prestation, et c'était le cas de Brice aussi, et on n'était pas dans la même ESN. D'accord, oui. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Et après là, le fait, vous en avez reparlé après, sur le fait que vous ne soyez pas passé et que par rapport à la proposition que tu avais faite, Yvette, est-ce que l'intermédiaire a réfléchi depuis ou est-ce que ça a fait En fait, quelque ce qui s'est chose, un passé, c'est impact que ou si pas? tu veux, l'intermédiaire, le commercial avec qui j'étais en contact, il était assez pour la proposition. Et c'est au niveau de D'accord. son management qu'ils n'ont pas été d'accord qu'on fasse la proposition comme ça. En se D'accord. disant, on a plus de chances de ne proposer qu'un seul profil. Mais pour ça, il aurait fallu avoir aussi le courage de dire au client, donnez-moi votre budget, et dans votre budget, on fait la réflexion de vous apporter la valeur. Parce que c'est un projet complexe où je pense qu'ils avaient besoin d'avoir les deux types de profils. Un profil expérimenté pour mettre les bases en place, la gouvernance en place et que ça soit cadré. Et après, ils pouvaient très bien le faire avec un profil qui ait la tête bien faite sur du project management. Il n'y avait aucun problème, ça aurait pu tourner. Mais ils avaient un gros souci de démarrage et de mise en place. D'accord. Et alors, quand vous avez démarré votre duo, comment ça a été perçu? Alors, à qui vous reportiez? Enfin, est-ce que vous aviez un manager ou c'était qui? Comment c'était fait? Et comment ça a été accepté? Puis comment ça a été aussi perçu par vos collègues ou les personnes avec lesquelles vous aviez travaillé? Quelles étaient leurs réactions? Comme ça a été présenté comme étant une mission de PMO dans le cadre du programme que je pilotais, eux ne l'ont pas vu dès le départ comme du job sharing. Ils ont été mis devant le fait accompli que dans certains cas, c'était Brice qui le faisait à ma place. Donc on a un peu forcé le trait. Je pense qu'ils n'auraient pas été prêts à le voir dans une idée job sharing, certainement pas. Ouais, puis ça se traduit aussi par une autre chose qui me revient en tête et qui est importante, c'est qu'en fait, en termes de structure hiérarchique, le reporting que moi je pouvais faire, je le faisais directement à Yvette, parce que Yvette dans l'organisation était juste au-dessus de moi en tant que manager. Donc ça, c'était sur le papier, entre guillemets. Opérationnellement, je pense qu'il y a cette idée qu'on défend justement, qu'on faisait à peu près les mêmes choses en job sharing. Mais par contre, si on présentait l'organisation, il y avait toujours cet aspect hiérarchique. Donc en fait, c'est Yvette qui, elle, relayait les informations des fois à d'autres managers au-dessus. Et pour moi, c'était voilà, c'était transparent. D'accord, ouais. Et une autre chose aussi, sur la façon dont c'était perçu, moi j'ai pu avoir des fois quand même justement quelques difficultés par rapport à ce qu'on se disait avant. C'était aussi d'être propulsé sur des instances où d'autres personnes pouvaient se dire mais il s'est trompé de salle. Qu'est-ce qu'il fait là? Quand on voyait le tour de table avec certains directeurs sur des copies et des considérations qu'on va appeler très macro, on pouvait croire qu'effectivement j'avais perdu mon chemin alors que pas du tout. Donc il y avait toujours une petite phase peut-être pour défendre l'idée que non, j'étais bien là et j'avais des choses à dire. Et puis après, ce faisant, ça faisait son chemin et puis j'en comprenais. Mais des fois, il y avait un petit temps de déclenchement. D'accord. Oui, effectivement. Et parfois, un coup, il te voyait toi, Brice, et puis un coup, c'était Yvette, c'est ça? Ou, Oui, aussi. Aussi, ouais. D'accord. Je trouve ça intéressant aussi de mettre en lumière le fait que là, vous étiez dans un contexte un peu particulier parce qu'effectivement, en prestation, tous les deux, dans des entreprises distinctes en plus. Donc, il y a beaucoup de croyances aussi sur le job sharing où en fait, on a la notion de contractuel qui revient en se disant, bah, en fait, on ne peut pas faire du job sharing si on n'est pas deux salariés avec le côté juridique contractuel est un sujet qui revient souvent. Donc, on voit bien que c'est un mode de travail qui est suffisamment flexible et souple pour imaginer même de travailler ensemble sur une même zone de responsabilité, avec des statuts peut-être même différents, parce que vous auriez pu aussi être sur un mode salarié-prestation ou salarié, enfin voilà, il y a plusieurs combinaisons possibles, et avec finalement des contrats distincts. Donc on est vraiment aussi là sur finalement une zone de co-responsabilité morale au quotidien et finalement sur une tâche et sur une mission à délivrer, mais qui peut être distincte d'un contrat en tant que tel, quoi.
Bah, tu as raison, Léna, de le souligner, et puis on en est la preuve par l'exemple. Néanmoins, peut-être pour nuancer un petit peu, le fait de le faire un peu en mercenaire, hein, je ne sais pas comment on peut appeler ça, Yvette, mais on a un peu penser les choses, je ne sais pas si je le conseillerais pour autant. Peut-être que c'est un mode qui est peut-être pas encore tout à fait communément admis, compris, connu. Il est peut-être intéressant de borner justement par les aspects juridiques, contractuels, etc., les modalités de travail en job sharing. En tout cas, voilà. Tout à fait. Tout Oui, à parce fait. que. Vas-y, pardon. C'est vous les expertes. Vas-y, Flo. Non, mais justement, par rapport à cadrer, qui était responsable en fait? S'il y avait un souci dans votre duo, ou un problème, en fait, qui portait ou qui aurait porté la responsabilité? Je Alors, pense que je l'aurais porté. Ouais. ouais, Oui. moi, je répondrais responsable, mais pas coupable. Non, mais j'assume toujours tout ce que je fais, hein, donc il n'y a pas de problème. Celui qui ne fait rien, il n'y arrive pas de se tromper non plus, hein. Mmh. Non, bien sûr, oui. Mais est-ce que est-ce que là-dessus, oui, c'était cadré ou pas? Ou alors, vous vous êtes jamais posé la question ou c'était, Oula, moi je suis pas quand quelque chose arrive, je suis pas nécessairement dans la logique d'aller chercher, qui est le coupable ou qui est responsable de ça, hein. Il arrive un événement, eh bien on réagit, on trouve des solutions. Donc, Mmh. pas été dans la logique de dire: «C'est ta faute, c'est la mienne, c'est celle de quelqu'un d'autre, je m'en fous». Le truc c'est de trouver des solutions. Mmh. Ouais. Mmh. Du coup, des solutions à deux cerveaux sont beaucoup plus éclairées et beaucoup plus pertinentes qu'un seul cerveau. Oui, certainement. Non, et puis c'est moi qui me chargeais du coup des aspects délation pour dénoncer les collègues. Il y avait quand même une distinction de rôle. C'est faux, c'est faux. Et le good Pareil. cop et le bad cop? Je sais pas. Non. Solution plutôt que des coupables comme Yvette. Oui. Mmh. C'est vrai qu'il faut, dans tous les échanges qu'on a, témoignages et puis pour l'avoir vécu aussi, ce qui est important effectivement, c'est d'être vraiment dans cet état d'esprit. On est solidaire, mais finalement, c'est aussi comme un manager avec son équipe, en fait. Je sais que moi aussi, en tant que manager avant, je me disais: «Bah, s'il y a un problème dans mon équipe, l'idée c'est, bah, OK, je suis soutien et puis on se serre les coudes et on trouve, une solution, on assume, tous ensemble». Je pense que là-dessus, c'est plus fort et donc là, quand on est 2, voilà, vous parliez de confiance, au début, bah, c'est ça, c'est la base, on va dire et puis s'il se passe quelque chose, on est ensemble, on se serre les coudes, ouais. À la différence près que quand on est manager, on a peut-être tous une expérience autour de la table et qu'on manage des Mmh. équipes. Quand c'est le manager qui va pas bien, les équipes n'ont pas forcément toujours le réflexe d'aller réconforter le manager. Tandis que sur Ah une oui. équipe de 2, dans ce dispositif où on était, si Yvette avait un coup de mou, c'était moi qui allais la réconforter et l'inverse était vrai aussi. Et ça, c'est Mmh. important, je crois. Oui, c'est vrai. Oui, c'est super intéressant et c'est un retour de témoignage qu'on a régulièrement sur le côté, notamment aussi charge mentale, qui est allégé justement du fait d'être deux, parce qu'il y a ce soutien au quotidien et parce que quand on est deux, on relativise aussi, on voit les choses d'une façon plus objective peut-être. Et on a ce soutien émotionnel aussi au quotidien parce qu'on se comprend puisqu'on est sur les mêmes missions et voilà, on est au quotidien ensemble, quoi. Mmh. 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 Et oui, on parlait aussi de solitude du manager parfois, quand c'est ça, quand on est, à certains niveaux de direction, on n'ose pas forcément parler avec ses pairs et là, le fait d'être à 2, c'est plus facile pour se confier aussi, ouais. Bah, il y a ça et puis il y a un truc très, pragmatique, très humain qui est que la co-responsabilité crée forcément de fait une forme de solidarité dans la gestion des problèmes. Ça paraît Mmh. logique. Tout à fait. C'est mieux en le disant. OK, Oui, c'est super. vrai. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a quand vous avez commencé ou en tout cas durant votre expérience, en duo, des choses qui vous ont surpris, en tout cas, vous avez dit: «Ah bah tiens, je m'attendais pas à ça», que ce soit, en positif ou en négatif d'ailleurs, l'un et l'autre? Surprise non, mais le fait, de ressentir de l'enthousiasme parce qu'effectivement, ça correspondait bien à ce qui était attendu et donc c'est aussi une motivation ça. C'est de se Mmh. dire: «Ah je vois ça se concrétise, on va avancer, c'est effectivement à la hauteur des attentes». Bon ceci dit, par le passé, j'avais déjà fait du job sharing dans d'autres expériences et j'en ai fait, très tôt même si ça ne s'appelait pas comme ça. Et j'ai toujours eu de bonnes surprises. Ça a toujours été,
Ça a toujours été top. Je me suis jamais dit, tiens, j'ai pas pris la bonne direction, j'aurais pas dû le faire, ou j'aurais pas dû le faire avec cette personne. Il y a une forme d'adaptation entre les deux individus aussi. C'est ça qui fait évoluer aussi, d'ailleurs. Et de mon côté, je ne sais pas si ça répond tout à fait à la question, mais si on parle de surprise, moi, ce serait plutôt les à côté, les bonus, les trucs surprenants. Ce seraient les nombreuses histoires d'Yvette sur sa carrière et ses situations rocambolesques qui sont aussi qui font aussi partie de la transmission et du bagage qu'on récupère en disant, voilà. Et vu que les histoires sont en plus un peu cocasses, on s'en souvient, ça marque. L'enrichissement mutuel. C'est ça. Oui, non, c'est vrai que. Et pour rebondir, alors voilà, on a vu effectivement ce que vous avez, vos surprises agréables, etc. Et vos plus gros challenges ou difficultés tous les deux? C'était pas par rapport à notre collaboration, c'était plus par rapport aux clients. Ah. C'est ça, on n'a pas préparé, mais oui, c'est ça. je me joins à la Qu'est-ce que réponse. vous pouvez dire officiellement C'était de naviguer dans un milieu quand même assez difficile politiquement et d'arriver à faire avancer des idées. Et donc, c'est là, on en avait déjà parlé, hein, c'est de dire on avait chacun un peu notre fan club et les personnes avec qui ça passait mieux. Et donc, on se passait les sujets en fonction de ça. C'est plutôt toi qui irais le raconter à un tel, traiter le sujet, et puis tu reviens vers moi, et puis vice-versa, quoi. Ça, c'est un truc intéressant. Ouais, il y avait ça, et puis c'était renforcé par l'idée que le projet sur lequel, ou le chantier, indépendamment de comment on l'appelle, avait aussi des adhérences ou des dépendances à d'autres programmes, à d'autres projets dans l'organisation. Et donc, il y avait une histoire aussi de s'assurer de la bonne santé de ces autres programmes, de ce qui se passait à côté, pour être sûr qu'on puisse faire ce qu'on avait à faire de notre côté. Et ça rejoint ce que disait Yvette. De fait, on devait aussi aller dans l'organisation, un peu faire du lobbying, débloquer des situations, même si ce n'était pas forcément des problèmes qui nous concernaient directement, ça avait des impacts, donc on était contributeurs. Tu partages, Yvette? Oui, tout à fait. Ouais. Oui, c'est hyper intéressant. Ça veut dire qu'en fait, à deux, vous avez, enfin, c'est un peu comme, c'est pas tentaculaire, mais je veux dire, vous touchez finalement encore plus de personnes en termes d'influence ou d'impact. C'est encore plus puissant en fait. La toile, elle est encore plus grande en fait. Oui, tout à fait. Oui, l'intérêt sur effectivement le fait d'avoir des sponsors différents en fait, l'un et l'autre, et de pouvoir avoir une zone d'influence finalement, hein, qui est plus importante pour les projets et au bénéfice de l'entreprise, quoi. Donc c'est super intéressant. Et alors, en termes donc votre duo, à votre avis, qu'est-ce qu'il a permis est-ce qu'il a permis de casser des stéréotypes générationnels? Voilà, le fait que vous ayez travaillé ensemble, est-ce que ça a ouvert un peu les chakras chez les autres ou pas? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Enfin, quel est l'impact à votre avis que ça a pu avoir sur les autres, vos collaborateurs ou dans l'entreprise? Je ne sais pas trop. Je pense qu'ils ont été contraints de l'accepter, mais après, Oui. tu as une idée, toi? Tu as précisé pour les autres, donc je ne sais pas, mais pour nous, ça a cassé les stéréotypes qu'on n'avait déjà pas à la base. Donc, Oui, mais c'est ça, pour nous, ça. Voilà. Je ne sais pas. Ok. D'accord. En interne, est-ce que vous avez vu peut-être des évolutions, parce que vous aviez travaillé quand même avant sur des modes un peu différents, et du coup, la mise en place de ce mode de fonctionnement un peu plus justement en proximité, en zone de responsabilité commune, est-ce que ça fait évoluer des choses en interne, que ce soit sur les projets, que ce soit sur vos interlocuteurs ou dans la performance même ou l'efficience des sujets? Est-ce que vous avez perçu ça? Je pense que ça nous a aidé à concrétiser des sujets. Là où je pense que si on était resté chacun dans notre coin, on n'aurait pas réussi à faire avancer le chantier comme on a réussi à le faire. En fait, c'est ça, c'est que les sujets concrètement ont eu des impacts concrets justement aussi sur l'organisation, si bien que même quand on a arrêté cette mission-là, il y a eu beaucoup d'éléments de chantier, de bouts de choses qui ont été reprises dans l'organisation, qui ont même, je crois, fait l'objet d'une structure dédiée pour la suite. Mais est-ce que les personnes ont fait le lien justement entre notre modalité de travail et le fait que ça ait réussi? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, il y a eu de l'apport concret, et cet apport concret, il n'aurait pas été faisable, je pense, sans notre façon d'aborder la chose. D'accord. Et alors là, vous avez parlé votre mission quand elle s'est terminée. Donc c'est ça, vous aviez un temps défini. C'était une mission sur un certain temps, et la fin, voilà, comment ça s'est terminé? Parce que vous avez après arrêté de travailler ensemble.
Et voilà, comment ça s'est passé cette fin et la suite après pour vous? Brice est parti un petit peu avant moi parce Mmh. qu'il était sur un sujet dans le chantier dans lequel il y avait des livrables précis. Et donc, le client a décidé d'arrêter la mission au moment où ces livrables-là étaient conclus. Et moi, j'ai encore poursuivi pendant 2 mois pour faire du transfert de tous les éléments du chantier. Je ne sais pas trop comment ils se sont organisés après, parce que c'était des raisons budgétaires, donc je ne sais pas comment ça s'est organisé en interne. Mmh. Et Brice est parti sur d'autres missions. Et moi, j'ai refait des formations en marketing digital, intelligence artificielle, etc. Et c'est vrai que je voudrais retrouver des missions, mais en job sharing, j'ai pas envie d'une mission plein temps, seule. Oui, Mm. d'accord. Parce que c'était ça Voilà. ma question, c'était aussi de se dire, le fait que vous avez travaillé à 2, voilà, hein, de façon, enfin, intense, voilà, pendant tout un certain temps et puis du jour au lendemain, vous vous retrouvez à nouveau à travailler tout seul, on se sent comment en fait? Enfin, c'est Ah ben moi, j'ai pas du tout envie de travailler seule, pas du tout, très d'accord, clairement. OK. Et si l'opportunité s'était présentée de refaire le duo avec Brice, on l'aurait fait. Je pense que Brice a tenté de le faire. C'est Ah oui, vrai. c'est vrai? Hein? Oui, oui. D'accord. Ah oui, bah du coup, on a maintenant notre plaquette marketing avec la proposition commerciale qui va bien et on s'attache à la vendre quand on peut et quand on détecte des opportunités. Non, ouais, blague à part, c'est quasiment le cas, hein, effectivement. Ça fait partie Ah mais aujourd'hui. moi j'y croyais, hein, je croyais vraiment que tu en avais une. On se disait: «C'est bon, on est parti, on va communiquer pour». Mais non, mais en fait, c'est très proche de la réalité parce que la plaquette marketing, c'était le seul truc faux, un peu déconnant dans mon truc. Mais Mmh. pour le reste, effectivement, on a vendu sur des opportunités cette idée de pouvoir retravailler ensemble et c'est quelque chose qui nous plairait de faire. Mmh. Et pour ta question initiale qui est comment on fait après pour quand on se retrouve tout seul, bah moi finalement je me retrouve. Je peux pas dire que je suis tout seul parce que je suis dans une organisation, c'est juste que les modalités sont différentes. Au début, il y a quand même un petit changement mental à faire en termes de, par exemple, de relations managériales et se dire ah oui, non, on n'est plus. Ah oui. Il va falloir remettre quelques filtres, quelques Mm. règles de bienséance. Et puis voilà, il y a une réadaptation mentale sur le long terme à faire. D'accord. Mm. Oui, c'est intéressant, notamment sur que tu parlais de plaquettes communes, mais on voit émerger voilà, de plus en plus de co-CV, justement de candidatures aussi à deux, que ce soit sur. Alors, on a de plus en plus de témoignages aussi sur des prestataires, enfin des personnes qui sont en freelance et qui ont envie Mmh. justement de, tel que vous témoignez, hein, c'est hyper intéressant, avec soit des profils proches, soit carrément des profils. euh, Tu parlais tout à l'heure effectivement du poste Yvette sur la complémentarité des RH et DSI. Et je trouvais ça hyper intéressant d'envisager justement dans des environnements ou dans des périodes de transformation importantes, comme on peut le vivre aujourd'hui, de finalement d'agréger deux profils qui sont à la base très différents et peut-être sont même pas faits pour se rencontrer, mais finalement, quand on fusionne les compétences sur un projet commun, ça donne vraiment du sens et ça permet de monter en performance et en efficacité et en compétence. Je pense qu'il y a vraiment énormément de choses à penser là-dessus et de changer effectivement les mentalités et de casser un peu les croyances limitantes en fait, hein, de se dire finalement, ça fait un peu peur encore aujourd'hui Alors, tu ralenti, d'avoir Léna, dans nos, dans dans le nos schémas. Ah mince, ah mince. on parlait de On n'osait pas couper. on et Oui, c'est du Puis coup, ça. c'était un peu robot. Heu, mais oui, dans ce que tu voulais dire, c'était monter enfin, peut-être reprends juste parce que ça a un petit peu coupé, en fait. Non, je disais, c'est intéressant d'avoir effectivement cette complémentarité de compétences avec deux profils qui sont vraiment même quasi opposés, mais qui permettent de créer de la performance et de la valeur dans l'entreprise, quoi. Mmh. Et aujourd'hui, donc là, vous dites, bah, vous aimeriez bien, à nouveau travailler ensemble et dans les autres, enfin, on va dire missions que vous avez eues, est-ce que vous avez sinon eu l'occasion de rencontrer d'autres personnes et vous avez dit: «Ouais, j'aimerais bien travailler avec cette personne-là, heu, ça me tenterait bien»? Moi, pour l'instant, pas. Il y a J'ai eu que juste Brice la pour toi, Yvette? proposition que j'aurais voulu faire là avec effectivement une personne Ouais. que je connais pas vraiment, Mmh. mais où je trouvais que le profil avait l'air intéressant. Je me suis dit ça peut le faire et puis on s'habitue à travailler ensemble. Mmh. Mmh. bah, Et moi, j'ai toi, bien, Brice? Ouais. j'ai bien des personnes qui me viennent en tête, mais je ne saurais pas dire si c'est par pure affinité. Et dans ce cas-là, est-ce que ça justifie vraiment le job sharing ou est-ce que c'est vraiment une bonne idée intelligente
de nous faire travailler ensemble. Voilà. Donc effectivement, je pense que voilà, on pense toujours à des personnes avec qui on se dit ah tiens, on ferait des belles choses ou on apprécierait travailler, mais après le faire vraiment par rapport à un enjeu précis, c'est quand même autre chose. Mmh. Et pour pouvoir choisir, pour vous, qu'est-ce qui serait important quels sont vos critères en fait pour que là, une personne, vous puissiez bien travailler avec une autre personne ou se dire si on veut travailler à deux, il faut vraiment faire attention à ça, ça, ça. Oula, alors moi, Wow. c'est très, très au feeling, hein. Oui. D'accord. Non, moi j'ai une Je peux déjà checklist. avoir une certaine impression, même en regardant un CV sur base d'un premier contact, je peux avoir le ressenti. D'accord. C'est le fait d'être dans l'énergétique peut-être qui fait aussi ça. Ah, c'est Ah, vrai, ça compte aussi. c'est un critère, hein, le fluide énergétique. OK. On a compris qu'il y avait eu du fluide énergétique entre vous, ça c'est sûr. C'est ça. Il était là. Et toi, Brice, dans tes critères ou qu'est-ce qui serait important pour toi? Bah, moi, j'ai toute une batterie de tests psychologiques que je fais passer à la personne avec une checklist très factuelle. Non, pas du tout. Je sais pas, le sens de l'humour, déjà, je pense que c'est indispensable. Je pense qu'il y a une façon aussi d'aborder les problèmes et les sujets. La complémentarité, je ne sais pas si on peut la déceler tout de suite avec l'autre, mais il y a quand Mmh. même l'idée d'être en phase sur une façon d'aborder les problèmes, les sujets. Une grande part de feeling aussi, hein, indépendamment du reste. Mmh. D'accord, ouais. Donc ça, c'est très personnel, effectivement. Mmh. Si, quand même, il y a, par rapport à certains profils et surtout à des contextes d'inertie dans des grandes entreprises, et je sais avec les personnes avec lesquelles j'aurais du mal à travailler, justement, celles qui peuvent se contenter, entre guillemets, d'une inertie totale et se dire, bon, bah, la porte est fermée, je ne vais pas passer par la fenêtre et je vais attendre devant la porte. Je sais que ça, pour moi, ce serait compliqué, Mmh. par exemple. D'accord, d'accord. Et si vous deviez justement conseiller à quelqu'un de votre entourage ou à des personnes qui ont envie de tester ce mode de travail, justement cette fameuse checklist qui peut être décisive hein, pour que ça fonctionne bien, quelles seraient pour vous les qualités requises en gros pour que ça fonctionne déjà au-delà de vous, hein, mais vraiment dans le mode de travail, euh, que ça fonctionne bien? Et Il faut j'ajouterais avoir, peut-être aussi, pardon, pour travailler en duo et aussi un duo junior-senior. Enfin, si je peux me permettre. il faut être partant pour faire confiance à quelqu'un d'autre, d'être aussi transparent. Il ne faut pas avoir un ego surdimensionné, hein, il faut être humble dans l'histoire, hein, chacun apporte quelque chose. Donc je Mmh. pense qu'il faut partir avec, en tout cas, l'esprit ouvert à ce que quelqu'un d'autre puisse contribuer et avoir des idées. Mmh. Mhm. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et puis, pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure sur la complémentarité, il faut bien faire la distinction, je crois, entre ce qui relève de la complémentarité et ce qui est finalement des opposés totales qui font que ce ne sera pas compatible. Typiquement, en termes d'organisation, si quelqu'un est extrêmement rigoureux, voire rigide, et que l'autre est, allez, désolé du mot, mais bordélique, est-ce que ce sont deux organisations qui sont complémentaires? Peut-être pas. Mhm. Donc peut-être faire cette nuance aussi, c'est important, d'avoir des affinités, des accroches, des manières de travailler qui ne soient pas trop éloignées non plus, mais quand même Mmh. un petit peu pour qu'on puisse apprendre de l'autre. Mmh. Un juste équilibre. Ouais. Ou alors effectivement, c'est de se dire s'il y en a un qui est enfin, si on a des approches de travail qui sont différentes, qu'est-ce qu'on est prêt à oui, comme tu dis, à apprendre de l'autre et à lâcher ou faire un pas, dans la direction de l'autre? Parce que je vois, dans le duo avec lequel j'étais, enfin avec Thomas, on va dire que il s'est plus adapté à mon mode, d'organisation parce que voilà, parce qu'il en a bon, ça il s'est dit: «Bon, bah, OK, à 2 si on prend le sien, en termes de structuration, ce sera peut-être un peu plus compliqué, donc je pense que ça lui demandait peut-être un peu plus d'efforts qu'il a fait. Puis bon, après, on a trouvé, des moyens, que ça soit non plus pas, un gros stretch, mais parfois, oui, ça peut être aussi, dans ce sens-là, oui. Mmh. Bah, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez ce schéma-là où il y a trois cercles avec ceci est ma zone de confort, ceci est ma zone de progression et ceci est ma zone de panique totale. Mhm. Si de base on se situe tous les deux dans la panique totale parce que le mode de fonctionnement de l'autre est à l'opposé total, ça va être compliqué. Il vaut mieux se situer dans la zone de progrès avec des aménagements, des apprentissages mutuels. Mhm. Mmh. Tout à fait. Ouais. Ouais, non, c'est clair. Mmh. Ouais, et ça, c'est important effectivement de le mettre à plat et de pouvoir se dire jusqu'où on va en fait. Et aussi, quand tu parlais de vision, alors c'est vrai que ce qui revient souvent aussi, c'est au-delà du fonctionnement, c'est aussi les valeurs que l'on partage en fait. La vision aussi de ce que vous avez envie de partager et d'apporter finalement au quotidien.
à fait. On vous a... Ouais, vas-y, Léna. Ouais, on vous avait proposé de justement réfléchir un petit peu en back-office. Alors, je ne sais pas si vous avez triché ou si vous êtes appelé en douce, mais de pouvoir vous décrire l'un l'autre, de réfléchir à quels sont un peu les forces et puis peut-être les axes qui vous ont interpellé ou que vous avez gardé en mémoire de l'un et de l'autre de façon croisée. On ne s'est pas appelé. Je pense qu'au Et travers du coup, je te de- laisse commencer par galanterie, Yvette, le temps de trouver mes idées. C'est ça, je t'en prie. Alors déjà, pour répondre à une des questions, on n'a pas triché, hein. On ne s'est absolument pas concerté. Voilà. Moi, je pense que ce qui peut décrire l'autre, on en a déjà parlé plusieurs fois, hein, c'est toute la vivacité d'esprit, l'énergie, des nouvelles idées, toujours partant sur des nouvelles idées et essayer de les concrétiser. Ça, c'est important aussi, avoir l'idée, mais concrétiser. Une forme d'humour, on en a parlé aussi, hein, Brice. Mm. Et puis cette spontanéité, enfin moi, en tous les cas, ce sont les traits les plus caractéristiques. C'est l'intelligence derrière la vivacité d'esprit, le fait d'être spontané, d'avoir de l'humour, enfin c'est tout ça qui caractérise, quoi. Tu trouves bien un Un petit défaut quand même. Pardon? Il y a bien un petit truc à améliorer, c'est ça? Moi, on trouve toujours à améliorer. Moi, j'ai toujours du mal de trouver des défauts. Vas-y, Parce que j'écoute je pas. trouve que quelque part, bon, on a chacun sa personnalité. Et ce que l'un va considérer comme une qualité chez l'autre, ben, nos qualités font nos plus grands défauts aussi, hein. On a les défauts de ses qualités, ne dit-on pas ça? Tout à Vas-y, fait. hein, fais-toi plaisir parce que moi, je vais en trouver. Vas-y, oh, ça ne me gêne pas du tout. Vas-y. Oh là là. J'aime bien. Yvette est toujours très philosophe, très philosophique. Ouais, toujours. Oui. Qu'est-ce que je peux dire du coup, moi, comme qualificatif tenace. Oui. Tu disais aussi qu'on avait les qualités de ses défauts. Donc en défaut, je mettrais tenace. C'est ça. Ensuite, Quand Brice disait là tout à l'heure que parfois il ne contrariait pas parce que c'était moi, bon, on a compris pourquoi. Je laisse tomber ça, j'avoue. l'affaire. J'ai découvert plus têtu que moi, ce qui était quand même de l'ordre de la prouesse. Donc voilà. Donc tenace. J'aime bien tenace pour. C'est une belle Ouais. façon de dire. Mais non, mais alors c'est aussi une Ouais, c'est vraie positif, qualité, hein. très C'est comme ça que je positif. le disais, parce que justement sur ce genre de sujet, s'il n'y a pas une vraie forme de ténacité et de se dire, ah, on va manœuvrer, si c'est pas, comme je disais, par la porte, ce sera par la fenêtre, ah, la clé, la double tour à la cave, on va la chercher. S'il n'y a pas cette ténacité, ça ne fonctionne pas. Et j'avoue que je pense qu'il y a des fois où j'aurais jeté l'éponge un peu plus vite que ce qui s'est vraiment passé si Yvette n'avait pas justement eu cette ténacité. Deuxième adjectif, je dirais espiègle. Ça rejoint un côté humour, mais l'espiègle, ça se vit aussi dans les instances, dans les messages subliminaux qui sont dits, dans les privés de jokes que personne ne comprend, dans l'humour un peu particulier, dans pas mal de choses. Et puis en troisième, il en fallait trois, c'est ça. Je mettrais de la bienveillance, mais pas celle qu'on raconte tout le temps sur toutes les plaquettes marketing et qu'on ne vit jamais. Pas l'injonction au bonheur en entreprise ou quoi que ce soit, la vraie bienveillance. Celle qui fait du bien, qui fait qu'on ne vient pas au boulot avec la boule au ventre et qui fait qu'on prend du plaisir. Et quand on prend du plaisir, on est performant. Donc voilà. Donc merci d'ailleurs pour cette bienveillance, Yvette. Oui, je t'en prie, avec plaisir. Ça se sent en tout cas. Tout ce que vous dites, on le sent. Enfin, dans tous les échanges qu'on a là, en tout cas pour nous, on se fait plaisir à vous écouter et on sent que vous avez dû bien rigoler. Les abdos ont dû bien fonctionner pendant cette année. Oui, Pas visible. on confirme. Pas visible, mais oui. Zygomatique aussi. Ah oui, c'est vrai. Et alors, si vous deviez donner un surnom à votre duo, ce serait quoi? Je sais pas. Je laisse ton imagination, Maurice. Ah, c'est même une personne connue. Moi, ce serait Morgan Freeman, parce que intemporel, parce que l'élégance en toutes conditions et parce que jamais fini de travailler son art. Voilà. Magnifique. Waouh! C'est pas mal, hein? Oui. C'est ça la spontanéité, Yvette. Voilà. Tu t'es surpassé. Une fois de plus. Top. Ok, c'est créativité à toute épreuve. C'est vrai. Ça va bien, Morgan Freeman. On aime tous Morgan Freeman, on est d'accord. Ah bah, vous êtes tous les deux, c'est votre duo. C'est Voilà. vous deux. Oui, c'est vrai.
Et puis avant de conclure, qu'est-ce que vous auriez comme punchline ou comme slogan pour le job sharing, pour donner envie aux autres aussi de faire du job sharing? Sharing is caring. Non, c'est déjà pris, ça, il me semble. Ça marche. On va revenir comment on avait dit, double expertise, solution simple, simple solution. Pas mal. Hein? Je note. On va vraiment finir par la faire, cette plaquette. Mais oui, Ah mais là, on veut la voir, hein. c'est clair. Oui, vous aurez de quoi mettre. Effectivement. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitiez rajouter, qu'on n'aurait pas forcément abordé durant cet épisode et qui serait important pour vous à partager avant la fin? Bon, je pense qu'on a un peu fait le tour, hein. Oui, je crois que je suis assez d'accord. Peut-être l'idée que notre expérience, elle nous appartient, qu'elle n'est pas le reflet non plus d'un. Ça a fonctionné pour nous, est-ce que ça fonctionnerait de la même manière pour d'autres? Peut-être pas, et que c'est à chacun de se poser la question du bon dispositif pour ce mode de travail aussi. Ça peut être ça la conclusion. Peut-être. Super. Merci. Bon, en tout cas, j'ai retenu votre fluide énergétique qui passait bien, enfin, qui était là. Morgane Freeman. Morgane. Oui, la confiance, on en a beaucoup parlé, c'est vrai. Et puis on voit quand je dis fluide énergétique, c'est aussi, on sent effectivement votre bonne humeur. Après, c'est votre tempérament et dans les valeurs pour se retrouver avec quelqu'un, il y a, on va dire, une base commune qui est importante. Et puis après, ce que chacun a pu apporter. Et finalement, on oublie cette différence, en fait, je trouve, générationnelle. Enfin, quand on vous voit, c'est fluide finalement. Et chacun a trouvé sa place et son rôle de façon très bénéfique pour chacun. Donc, merci, parce que c'est un beau modèle et j'espère que ça inspirera aussi d'autres personnes qui voudraient se lancer en job sharing et aussi même dans le côté duo junior senior. Donc, on voit bien les bénéfices pour chacun. En tout cas, merci à Mais vous. jusqu'au fond d'écran, qui est quand même en harmonie. C'est vrai. On sent une. Et vous n'avez pas triché, c'est ça? Non, on n'a pas triché. D'accord. Un grand merci en tout cas à vous pour votre participation, votre authenticité, c'était vraiment chouette. Et puis l'énergie, effectivement, qui, je pense, va traverser les écrans. Donc c'est vraiment très sympa de pouvoir avoir des témoignages de ce type-là. Donc je pense que ça va être vraiment apprécié. Merci à vous pour la proposition. Merci et puis beaucoup. Et puis on attend de vous revoir en duo très bientôt. Oui, Avec plaisir. avec plaisir. Au revoir. À bientôt. Super, merci. Nous sommes ravis d'avoir passé ce moment avec vous. Nous espérons que vous en avez appris un peu plus sur le job sharing. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager.